Ici Maryse Mauger, bienvenue à vos nouvelles d'ici. Voici le contenu de votre émission pour cette semaine. Le gouvernement menace de couper dans certaines structures de développement, dont la conférence régionale des élus. Les autobus Orléans Express pourraient devenir qu'un souvenir sur notre territoire. Rencontre avec le maire de la ville de Passepébiac. Et on parle compostage avec Nathalie Drapeau et Richard Blais. Suite aux rumeurs que le gouvernement procéderait à certaines coupures dans les structures de développement régional telles la CRE, les CLD et les Carrefour Jeunesse Emploi, j'ai rencontré la préfète de la MRC du Rocher-Percé, soit Mme Diane Boutillier, pour nous expliquer qu'est-ce que la CRE. La conférence régionale des élus, c'est une entité qui relève du gouvernement là, provincial, qui a été créée par le gouvernement provincial, à l'époque le Parti libéral, qui regroupe autour d'une table les préfets de chacune des MRC, les maires de chacune des grandes villes des MRC, plus un représentant de la société civile, donc un représentant de la population qui est nommé par chacune des MRC pour assister, là, faire partie de la conférence régionale des élus. Donc, on est 18 personnes à la CRE. Puis, le travail au niveau de la CRE, c'est de regarder, d'avoir une vue d'ensemble du développement qui peut se faire sur toute la région de la Gaspésie des îles. Donc, pour avoir un développement plus harmonieux sur l'ensemble de la région. Et la CRE emploie des gens. La CRE emploie des gens. Je vous dirais qu'il y a des gens qui sont employés par la CRE, mais il y a aussi des gens il y a des programmes spécifiques qui sont alloués par différents ministères puis ces argents-là transitaient par la région. Okay. Quand on regarde la lutte à la pauvreté, fait que le gouvernement, au lieu là, de travailler avec chacune des MRC, chacune des municipalités, son interlocuteur privilégié, il fonctionnait avec la conférence régionale des élus. Pour notre région, ça a une très grande importance. Oui, au niveau du développement régional, la conférence régionale des élus, c'est important là, pour qu'il y ait une cohérence au niveau du développement de la région. C'est sûr que si on n'avait pas eu cette cohésion-là, probablement qu'on n'aurait jamais pu mettre en place la régie de l'énergie avec l'éolien. Okay. Fait que la même chose avec le transport. Ça a vraiment été tout le monde de la région assis autour d'une table par rapport à des enjeux très spécifiques puis là, on est capable là, de mettre en place des secteurs d'activité là, qui vont regrouper là, tout le monde. Quand on regarde au niveau du réseau collectif, tout le monde peut être connecté en Gaspésie avec l'Internet haute vitesse, les téléphones cellulaires. C'est passé là, par la conférence régionale des élus, par un travail de concertation qui s'est fait sur l'ensemble du territoire. Bien, je vous dirais que ce qui se passe actuellement, c'est qu'au niveau des gouvernements, ce qu'on dit, bien, on le savait déjà là, au niveau des finances publiques, qui avait on n'avait plus autant d'argent là, qui circulait dans le milieu. Tout le monde, on est au courant qu'on a un vieillissement de la population, qu'on a un problème au niveau de la démographie. On le sait que l'économie, ça fait là, plusieurs années, là, on entend parler de crise mondiale. Puis nous, on a vraiment, là, on est rejoints là, par rapport à ça. Puis actuellement, ce que le gouvernement est en train de regarder, c'est qu'est-ce que le gouvernement va mettre en place. On a beaucoup de structures et le gouvernement est en train de regarder est-ce que toutes ces structures-là sont nécessaires? Est-ce qu'il y a une possibilité là, d'alléger la structure actuelle? Moi, je vous dirais que de toute façon, une structure, c'est pas quelque chose qui doit être, c'est pas coulé là, dans le ciment. Là. Il y a de la mouvance, puis ça peut s'adapter. Les craintes moi, que j'ai, c'est toute l'expertise qu'on a au niveau de ces différentes ressources-là, comme à la conférence régionale des élus. On a beaucoup de jeunes qui travaillent, qui ont de l'expertise dans différents domaines, puis on voudrait pas, là, ça, là, on ne veut pas perdre cette expertise-là. Mais on sait pertinemment bien que le gouvernement a besoin d'argent. Donc, les argents que le gouvernement va venir chercher, c'est pas
il va pas réinvestir tous ces argents-là dans le milieu. Puis le comment ça va se faire, on le sait pas actuellement. Une mobilisation a été organisée sous le thème « Touche pas à ma région » suite à toutes les rumeurs de coupures et cette mobilisation était en marge du conseil d'administration de la CRE. Alors les organisations, les élus, certains citoyens étaient présents pour ce rassemblement. Alors voici un résumé. Une mobilisation pour faire entendre un message au gouvernement qui menace de couper dans les structures de développement de la région, telle que la CRE, a été organisée très rapidement jeudi le 30 octobre à l'Hôtel Francis de New Richmond. Un rassemblement où les partenaires du développement régional ont pris la parole afin que le gouvernement libéral entame un dialogue avec le milieu. C'est devant près de 150 personnes que certains intervenants du milieu ont pris la parole et je vous présente quelques extraits. Mais d'abord, faire comprendre ensemble au gouvernement l'importance des paliers régionaux, l'importance de nos outils de développement régional. Puis ensuite, on va se mettre en mode solution, on va se mettre à table, puis on va trouver des solutions pour assurer le développement de notre région. Ma belle Gaspésie, ton avenir se doit d'être à la hauteur des projets et des rêves des gens qui t'habitent. Et s'il faut centraliser les pouvoirs, la chose la plus importante que j'ai envie de lui dire, c'est que mon centre à moi, il est ici. Voilà. Comme bien d'autres de ma génération, j'ai fait le choix de revenir en Gaspésie après mes études universitaires. Ça semble m'arranger avec le gars des vues comme réplique, mais c'est la vérité. J'ai fait le choix de revenir dans ma Gaspésie natale pour participer à sa construction. Ces temps-ci, j'ai l'impression de marcher sur un fil de fer. La différence, c'est qu'il n'y a plus de filet en dessous pour amortir une éventuelle chute. Plutôt déstabilisant comme sentiment. Ce que la CRE nous amène, c'est d'avoir une vision du territoire, puis de la développer de la bonne façon, puis que tout le monde se parle. Parce qu'on a appris à travailler ensemble, parce qu'on a appris à mettre nos différents de côté. Que ce soit des différents politiques, que ce soit des différents administratifs, que ce soit des différents de structures, on a appris à travailler ensemble. Et ça, il ne faut pas se laisser imposer par qui que ce soit que ça change. Je me rappelle très bien que dans les dossiers que j'ai eu à travailler, c'était beaucoup des dossiers de défense. Il faut encore se défendre, ça c'est vrai. Mais on a le droit au développement aussi. Et ça, il y a des gens qui sont situés dans des régions éloignées de la nôtre qui ne le comprennent pas. Je ne comprends pas un gouvernement qui veut de nos ressources, qui veut notre pétrole, qui veut bien de nos paysages, qui veut bien de nos petits fruits, de notre forêt, de notre ciment, mais qui ne veut rien savoir de notre opinion. D'entrée de jeu, moi, je vais vous dire que je réplique à l'article que j'ai lu sur le Soleil à 6 heures ce matin, qui est de Pierre Moreau, qui est en réponse aux sorties que quelques Gaspésiennes et Gaspésiens ont fait cette semaine, et qui parle des résultats de notre CRE. D'abord, M. Moreau, je vais vous dire une chose. Quand on veut parler des gens, il faut commencer par les fréquenter. Et avec un ministre responsable d'une région qui n'est pas de la nôtre, ça part bien mal. Merci pour cette mobilisation. Merci à vous tous et toutes de nous témoigner de cette solidarité-là. Puis, je pense, comme je le disais, qu'aujourd'hui, c'est le début d'un nouveau serrage de coude régional. Mais il y a beaucoup de gens qui auraient à apprendre à quoi ça sert une instance régionale comme ça. Honnêtement, je me sentais un petit peu en deuil ce matin, d'où l'habit noir, parce que, rappelons-le, le gouvernement du Québec a l'intention dans le but d'atteindre le sacro-saint équilibre budgétaire, il a l'intention de couper dans notre coffre à outils régional. Puis pour ce faire, il s'attaque d'abord aux structures. Puis je vous le dis, c'est seulement le bout de la chandelle, car il y a bien pire qui s'en vient. Donc, il faut vraiment que tous les Gaspésiens, tous les entrepreneurs se mobilisent et le disent haut et fort à Québec qu'on n'est pas intéressé à ce qui touche à notre région. On est un modèle de structure de développement régional, puis ils devraient plutôt copier ce qu'on fait plutôt que de venir couper ce qu'on fait. Donc, on est en train, là, de se défendre. On est en mode défensif, hein, en quelque sorte. On ne fait pas notre travail. Je suis très content que vous soyez là, mais on ne fait pas notre travail. Puis on devrait être chacun dans nos bureaux en train de travailler puis de développer. C'est ça qu'on devrait faire.
Une autre coupure nous menace, cette fois-ci de notre transport interurbain. Je parle d'Orléans Express, qui menace de couper certains trajets sur notre territoire. Alors, réunis à Montréal, les membres du conseil d'administration de la Fédération des chambres de commerce du Québec ont débattu la question. Pour en parler, on rencontre le directeur de la Chambre de commerce de la Baie-des-Chaleurs, soit M. Maurice Quesnel. Directeur général de la Chambre de commerce de Baie-des-Chaleurs, la Chambre de commerce se porte bien? Ça va très bien, ça va très, très bien. On est bien contents. Oui, on a d'ailleurs été nommé Chambre de commerce de l'année. Bravo, félicitations. Alors, à travers le Québec, fait que c'est une belle reconnaissance. Ça veut dire qu'on fait ce qu'on a à faire. Alors, vous intervenez, oui, dans plusieurs dossiers, dont le transport interurbain. Quand on parle de transport interurbain, on parle principalement d'autobus voyageurs. Alors, on peut dresser le portrait. C'est en péril pour notre région? Bien, c'est en péril, oui. C'est sûr qu'il y a des coupures qui sont faites présentement. Ils ont déjà commencé à réduire le service. Je comprends qu'ils réduisent le service, qu'il y ait un autobus par jour, ça, bien, bien compréhensible là-dessus. Mais qu'on n'arrête pas vraiment là, dans la MRC de Bonaventure, c'est un non-sens. Ça va toucher aux entreprises. On pense au printemps prochain, on pense à toutes les poissonneries et leur clientèle qui est à l'extérieur de la Gaspésie et qui envoie des glacières à tous les jours sur les autobus. C'est des pertes de revenus assez épouvantables. S'il envoie ça par un autre transport, c'est beaucoup plus dispendieux. OK. Fait que c'est un dossier qu'il faut vraiment mettre de l'emphase. On veut rencontrer à nouveau les ministères pour voir qu'est-ce qui peut être fait. Au moins, nous, l'entreprise, au moins qu'elle arrête dans Bonaventure, Passepébiac ou New Richmond, idéalement, on ne sait pas où, là. Mais qu'elle arrête au moins dans la MRC de Bonaventure pour que les entreprises peuvent l'utiliser pour le transport des colis, puis aussi les passagers. Parce que c'est pas tout le monde qui a quelqu'un qui peut leur conduire à Carleton ou bien à Chunda pour aller prendre le bus. Ça n'a aucun bon sens. Là, on va vraiment être isolé, c'est que Mais de plus en plus, tu sais, déjà qu'il n'y a plus de train. Oui. On va avoir un autobus qui va être de passage, mais qui ne fera pas d'arrêt, fait que c'est comme si on n'aurait pas. Puis il y a quand même le transport aérien, mais c'est pas tout le monde qui peut se payer le transport aérien. Alors, c'est vraiment, on voit le portrait que c'est pas seulement pour les individus. Comme vous dites, les commerces peuvent en souffrir avec des coûts plus élevés pour le transport de leurs marchandises. Bien, définitivement, parce que les gens, même à l'interne, tu sais, les gens, on reçoit des colis, des fois de percés. On prend Fumeur M. Émile qui sert beaucoup d'autobus pour envoyer ici dans certains endroits. C'est sûr que Servable aussi qui dessert ces entreprises-là localement. Mais quand on parle, surtout au printemps, là, quand le crabe, le homard, c'est d'énormes revenus pour nos poissonneries. Okay. Comment ils vont faire, on ne sait pas. Et vous dites qu'un privé qui prendrait ça entre ses mains ne pourrait pas offrir un tarif aussi bon que Orléans Express? Bien, c'est parce que pour avoir le service, c'est sûr qu'ils peuvent le faire à l'interne, mais partir de la Gaspésie s'en aller à Montréal, ça prend un certain volume pour vraiment que ce soit rentable. Oui. Alors, je ne suis pas certain comment ils peuvent faire ça. Puis s'ils font faire déjà avec des entreprises qui le font, mais ça va peut-être partir sur 2 jours au lieu de la même journée. S'ils arrêtent puis ils changent d'entreprise, rendu, mettons, dans le Bas-Saint-Laurent, du Bas-Saint-Laurent s'en aller à Montréal. Ouais. Ça peut avoir un impact, sûrement, surtout pour les poissonneries. Les petits commerçants, là, ça va être des usines, ils font déjà affaire avec des grosses entreprises de transport. Mais pour les poissonneries locales, là, on a leur clientèle vraiment qui sont fidèles depuis des années. Il y a des services qui sont les moins rentables, puis mais ça fait qu'on fait des démarches encore pour. On va sûrement appeler. Ah non, définitivement, là, on va faire tout ce qu'on peut, en espérant qu'ils vont changer leur fusil d'épaule, puis qu'ils vont dire OK, on va arrêter dans le milieu de la MRC. Parfait. Pour les entreprises, puis pour la population générale. Maintenant, allons rejoindre le maire de Passepébiac, soit M. Paul-Arthur Blais, pour savoir qu'est-ce qu'il y a de nouveau à Passepébiac. Monsieur Blais, bonjour. Bien, bonjour à vous. Maire de Passepébiac, notre premier entretien à nous de l'année. On va savoir un peu qu'est-ce qui se passe, dresser le portrait en ce bel automne à Passepébiac, quelques dossiers. On va parler entre autres d'un projet d'un gym, le gentillet qui a été changé, ajustement de salaire. Allons-y donc, oui, avec un projet d'un gymnase à Passepébiac. Tout à fait. Donc, c'est quand même un projet, lorsqu'on parle d'un projet de gymnase, je ne voudrais pas qu'on confonde finalement gymnase et salle d'entraînement. C'est bien. Bien sûr, on a des gymnases dans les écoles, mais ou à toute appellation, pour nous, on va parler beaucoup plus d'une salle d'entraînement.
qui s'adresse finalement à toute notre clientèle, à toute notre population, c'est-à-dire pratiquement de 0 à 99 ans, si on le veut ainsi. Donc, c'est un besoin qui était ressenti déjà depuis plusieurs années et que la Ville aussi là, avait dans ses cartons ce projet-là. Je dois dire que ça fait au-delà d'un an et facilement qu'on travaille sur le dossier qui va voir le jour très prochainement, je dirais, au plus tard, fin novembre, début décembre. Et ce sera dans les anciens locaux de la Ville qui se trouvent à l'Aréna, c'est ça? Tout à fait, adjacent à l'Aréna. Donc, ce sont les anciens, c'est l'ancienne salle municipale, d'ailleurs, pour laquelle elle aura une nouvelle vocation. Au plus tard, le début décembre, ça sera en opération et on compte bien finalement que ça va répondre aux besoins de la population. Puis il y a quand même des groupes particuliers sur lesquels on compte beaucoup. C'est la Ville qui va gérer ce projet? Non, ce n'est pas la Ville qui va gérer. La Ville a mis en place finalement les infrastructures, des frais finalement, la facturation, si on veut, des équipements. À partir d'un projet qu'on a eu finalement de la MRC. Et non, c'est un groupe finalement un genre de conseil d'administration, si on le veut, qui va gérer le tout. Parfait. Alors, on attend ce beau projet qui est bien attendu. Qui est bien entendu, donc début décembre ou plus tard. Et aussi, ça a passé dans certains médias, le gentillet. On ne connaît pas beaucoup ce mot-là, hein? L'ethnonyme, si on peut dire aussi, pour appeler les gens de Passepébiac, c'est maintenant devenu Passepéia, c'est ça? Bien, c'est maintenant venu, c'est-à-dire l'appellation a toujours été finalement des Passepéias. Donc, on se faisait traiter de Passepéia à peu près partout où on allait, mais c'est correct, finalement. Notre nom a été pratiquement celui-là. C'est que la Ville compte quand même pas moins de 4 appellations qu'on appelle gentillés, attestées, moins officialisées, mais plus attestées. Donc, on parle de Passepébicien à un moment donné, Passepébicienne, on s'y trouve moins là-dedans. Passepéia, qui est le plus populaire, puis je pense que les gens se reconnaissent. Puis il y a aussi Passepidjac, qu'on n'a pas beaucoup entendu parler, mais qui était quand même attesté dans certains ministères. Et considérant que le MAMO, le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, donne comme gentillet, lui, finalement, de la Ville de Passepébiac, Passepéia. Donc, pour eux, c'est officiel, Passepéia. Et considérant aussi que les auteurs du dictionnaire universel francophone nous demandent finalement d'officialiser un de ces noms-là, donc, le conseil municipal, à sa dernière rencontre, finalement, sa dernière séance ordinaire, a résolu unanimement que ça allait être Passepéia. Point. Donc, ça se termine ainsi. Et voilà, alors on ne s'ostine plus, c'est ça qui est ça. Une autre chose qui a fait jaser dernièrement, c'est la mise à jour, les ajustements des salaires, autant des élus, conseillers que de vous-même, Monsieur le maire. Alors, comment vous justifiez toutes ces hausses? Il faut comprendre que finalement, la rémunération des élus, c'est un point pour lequel j'en avais touché déjà dès mon entrée en poste dans le premier journal de Barachois. En ce sens que c'est bien sûr et certain qu'on va comprendre que la ville de Passepébiac, qui est quand même la deuxième plus grosse ville finalement de la baie des Chaleurs, après New-York. Et il est impensable qu'aujourd'hui, on ne puisse opérer, gérer et avoir finalement un œil vigilant sur toute la gestion de la ville avec un maire qui est là finalement à peu de temps. À partiel. Donc, de plus en plus, sans nécessairement être à plein temps, je dois vous dire que la loi exige finalement que le seul élu est en poste 24 heures sur 24, c'est le maire. Donc, ça peut être ce soir à minuit, ça peut être demain matin à 7 heures, ça peut être en toute heure. Déjà là, il y a finalement cette appellation, je pense, sans être à plein temps, d'un temps faut que vous soyez disponible. Absolu, presque. D'accord? Et je dois vous dire que depuis finalement mon élection en novembre dernier, il y a un an dans quelques semaines,
J'ai passé pratiquement au-delà de 30, 35 heures, 40 heures, 45, 50 heures souvent ici à la ville. Donc, ça justifie exactement, même, je pourrais même dire que le salaire ou la rémunération, on ne parle pas de salaire, on parle de rémunération beaucoup plus, parce que c'est beaucoup plus du forfaitaire. Il n'y a pas là-dessus, finalement, des bénéfices marginaux et ainsi de suite qu'un salaire régulier est affecté. Donc, c'est un montant forfaitaire. Oui, on a passé, finalement, ce qu'on a proposé, c'est de passer, finalement, de 14 570 dollars qui avait, finalement, jusqu'à encore aujourd'hui, pour le maire à 30 000 dollars. Donc, oui, pour certaines gens, on va peut-être croire, finalement, que c'est beaucoup, mais j'en connais pas beaucoup qui travaillent pour 30 000 par année, du moins. Ça fait comme pas cher de l'heure. Et pourquoi ça n'a pas été fait avant, ça? Pourquoi vous dans votre mandat, c'est fait là maintenant? Pourquoi c'est fait là maintenant? De 2005 particulièrement, je pourrais même dire de 2000 à 2005, il y a eu très peu, finalement, d'ajustements. Ça n'a pas suivi le courbe de la vie. En 2005, le conseil qui est entré en 2005, ils ont gelé ça en disant « Nous, on ne veut pas d'augmentation ». Mais ça donne ce que ça donne. On ne peut pas amener des gens, finalement, attirer des gens comme conseiller ou un maire, finalement, avec une disponibilité à une rémunération de celle-là. Donc, on ne parle plus de bénévoles, là, mais on comprend que... Bon, voyons. OK. Et, bon, alors, on parle justement quand même qui va faire une différence, qui, comme vous dites, encourage certaines personnes peut-être à travailler, à faire... Particulièrement. Donc, il faut le voir aussi sur cet angle-là. Parce que, écoutez, il ne s'en prend pas, comme on dit, un gros à côté là, pour aller chercher 14 000 pièces par année. Là. On est là, je dois vous dire, comme exemple simplement, ma semaine en cours, hier soir, j'étais en réunion, ce soir, je vais l'être mercredi, jeudi. 4 soirs semaine. Et c'est dans le régulier que c'est minimum 2 soirs semaine. Écoutez-moi bien... Quand on parle de rencontres en soirée, c'est souvent, je quitte la maison à 6h, 6h15, 6h30, et je reviens à 10h, 10h30 le soir. Là. Donc, c'est à part souvent des grandes journées. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que ça va changer les taxes? Premièrement, il était déjà dans le budget. On l'avait convenu dans le budget 2014. Et si ça va changer les taxes, je ne crois pas, c'est ce qui va faire la différence sur un budget de 5 400 000. Je ne crois pas. Ça va peut-être plus améliorer, finalement, parce que les gens doivent avoir pas mal plus, finalement, d'encouragement et de cœur au travail. Il y a 2 ans, le compostage, la collecte à 3 voies était implanté dans la MRC du Rocher-Percé. Alors, pour en parler, allons rejoindre Nathalie Drapeau et M. Richard Blais au site de compostage. On se disait que de parler du compostage dans la semaine de réduction de déchets, c'était parfait. Réduire les déchets, la grosse quantité qu'on peut réduire de déchets, ce sont les matières organiques. Et on sait que cette année, ce qu'on veut, c'est augmenter le taux de participation des citoyens. Donc, voilà pourquoi on est au site de compostage. On va profiter du moment qu'on est ici pour donner des trucs. C'est quoi une bonne qualité de compostage? C'est surtout le rapport matière étrangère. On ne s'arrange pas que la matière étrangère dans le compostage. On fait plusieurs analyses au laboratoire. Puis il nous donne aussi la quantité de pH et plusieurs d'autres caractéristiques du compost. Oui, mais je ne peux pas mettre mes Kleenex dans le bac brun. Au niveau de la bactério, c'est des bactéries, ça peut être dangereux. Mais non, vous allez comprendre là, par le processus, Richard va vous l'expliquer, mais la température monte tellement que quand on fait faire les analyses de laboratoire, on fait faire aussi des analyses qui touchent les pathogènes, si on veut. Donc ça, on le dit pour rassurer les gens. C'est important qu'ils comprennent ça, que quand la température monte à 70 degrés, il n'y en a plus. Là. C'est un processus de décomposition biologique naturel. On reçoit de la matière organique, puis il y a une phase qu'on appelle la phase active, thermophile. C'est là où on fait un mélange avec des copeaux de bois qui permet de l'aération, puis la température monte très, très vite. 2-3 jours, là, puis ça monte très vite. Puis ça permet la décomposition rapide. Ensuite, il y a l'étape de la maturation. Là, ça peut prendre un peu plus de temps, peut-être 3-4 mois.
Puis c'est là que ensuite il s'agit de tamiser là, pour avoir le raffinage qu'on veut. Portion truc, il y a beaucoup de gens qui ont peur des odeurs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les odeurs? Oui, bien pour les odeurs, il y a plusieurs trucs. Je pense que le plus facile, c'est celui de la lasagne. Ce qu'on appelle le truc de la lasagne, c'est de mettre une couche de résidus avec une couche soit de copeaux de bois ou de journaux ou même de gazon par-dessus, puis ensuite faire un genre de lasagne. Ça, c'est pour les odeurs, c'est l'idéal. Puis les odeurs, mais ça sent pas plus que les sacs de la vidange qu'on avait avant. Là. C'est la même matière qui va dedans, ça fait que ne devrait pas avoir de problème. Ce qu'on peut faire aussi, c'est d'emballer la nourriture, le poisson, viande, dans un papier journal. On fait comme un genre de papillote, là. Puis avec ça, il n'y a pas de problème. Et puis, garder son bac, surtout l'été, là. Le plus possible, garder le bac peut-être plus à l'abri du soleil, puis garder le couvercle fermé, bien sûr. L'hiver, il faut comprendre que les petits vers, ce sont des larves de mouches. C'est des mouches qui pondent des œufs sur la nourriture directe. C'est pour ça là, que c'est important le truc de la lasagne, parce que si les mouches ils n'ont pas accès à la nourriture, ils ne pondront pas. Ça fait qu'il faut garder le couvert fermé. Si jamais, même si vous arrivez un matin, il y a des petits verres, mais vous pouvez vaporiser du vinaigre, tout simplement, une petite bouteille de vinaigre, vous vaporisez, puis ça devrait régler le problème, là. Est-ce que ça dérange vraiment qu'il y a des œufs de mouche dans notre compostage ou c'est plus le désagrément que nous, on n'aime pas ça? Bon, c'est seulement le désagrément, là. Ça ne dérange pas la qualité du compost? Non, pas du tout, pas du tout. Ça ne dérange pas. C'est surtout que les gens n'aiment pas voir les petits vers, là. C'est un peu dégoûtant, mais c'est juste ça. Ça gèle, l'hiver s'en vient, là, ça gèle dans le fond de mon bac. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, ben le mien, je ne gèle pas, parce que moi, je mets toujours un fond de carton. J'évite des liquides. Il faut éviter les liquides. Les liquides, c'est sûr, ça va geler. Il y a aussi les grands sacs à résidus de jardin qu'on a vu tantôt. Les grands sacs de papier, ça, c'est vraiment l'idéal. On met notre matière là-dedans et puis ça ne gèle pas. Puis ça coûte vraiment pas cher. Vous savez que l'hiver, il y a une collecte une fois par mois. Fait que je pense que ça coûte 2-3 piastres pour 5-6 sacs. Fait que c'est vraiment pas cher. Puis ça évite que ça colle. Prochainement, on prévoit d'ensacher plus de sacs, puis on distribuer dans les quincailleries, les centres horticoles, là, pour servir la population qui sont un peu plus éloignés du centre et qui n'ont pas toujours accès facilement. Fait que ça, c'est l'objectif pour 2015. Là. Parce qu'on a réussi quand même, vous avez vu là, les tas de compost tamisés. Puis jusqu'à présent, on en a écoulé quand même deux de ces. Des grosses piles. Beaucoup de monde sont venus chercher avec des camions, des semi-remorques, puis ça va bien. Puis des gens qui sont venus l'an passé, qui sont venus cette année. Alors pour nous, ce que ça veut dire, c'est que le compost est de bonne qualité, parce que sinon, il ne serait pas revenu. Hein? Ah, puis on a des bons commentaires, on a des gros légumes, puis ils sont bien contents. À la chronique agenda de cette semaine, le Cercle des fermières de Chandler organise un whist militaire vendredi le 7 novembre à 20h au club de l'âge d'or des 50 ans et plus de Chandler. Il y aura un souper au centre communautaire de Chigawak samedi le 8 novembre entre 16h30 et 19h. Alors, c'est au profit des fonds Michel Lenkop et de la Fondation Linda Lemore Brown. Pour plus d'informations, communiquez le 88 396 30 72. Il y aura une soirée dansante au Club des 50 ans et plus l'Amicale de Passepébiac, situé au 18 2e Avenue Est à Passepébiac. C'est samedi, le 8 novembre, à 21h, avec la disco, et c'est le coût d'entrée est de 5 $. Bienvenue à tous.
Il y aura un déjeuner bénéfice au profit des Chevaliers de Colomb de Caplan. C'est dimanche, le 9 novembre, à la salle communautaire de Caplan située derrière l'église, de 8 h à midi, 8 $ pour adultes, 5 $ pour les enfants de 12 ans et moins. Et dimanche, le 9 novembre, à partir de 9 h, au sous-sol de l'église de Saint-Pédis, il y aura un déjeuner au profit de la fabrique. Alors, il y aura aussi des tirages pour l'occasion. Alors, bienvenue à tous. Voilà, mesdames et messieurs, ceci complète l'édition de vos nouvelles d'ici pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.